siècles avant et depuis l'affaire Dreyfus en passant par les années terribles de la collaboration. Depuis De Gaulle, souvenez-vous, les Juifs, peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Depuis Pompidou, Giscard, Mitterrand bien sûr, et ce salopard de Bousquier à l'Élysée. Depuis Chirac, do you want me to go back to my plane? Mais Chirac seul à avoir reconnu la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Depuis Sarkozy, soutient un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est. Depuis François Hollande, enfin. La France, Quai d'Orsay en tête, a toujours privilégié ses relations avec le monde arabe plutôt qu'avec l'État juif. Toujours et aujourd'hui encore, elle a préféré dialoguer avec les dictatures Syrie, Irak, Libye, Kadhafi. Kadhafi a planté sa tente à l'Élysée, souvenez-vous. Hezbollah, Hamas, OLP, j'en passe. Et maintenant, Iran, bien sûr, plutôt qu'avec la seule toute petite mais réelle démocratie du Proche-Orient, Israël. Pourquoi? Réelle politique au début, des armes contre du pétrole ou soutien à ces anciennes colonies, ou tout simplement haine. Vous savez, cet odieux antisémitisme dont la France, libérale des droits de l'homme, mourra si elle n'en est pas guérie, écrivait Zola. Émile Zola mourra si elle n'en est pas guérie. Ce soir, dans Éditions Interdit, je vais poser la question à mon invité, Éric Danon, notre nouvel ambassadeur de France en Israël, et lui demander aussi, que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Un petit village, un vieux clocher? Et lui dire enfin, mais il le sait, que douce France, cher pays de mon enfance, je t'ai gardé dans mon cœur, oui je t'aime, dans la joie ou la douleur. Venez, Éric Danon, ambassadeur de France en Israël, nous attend. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Quel plaisir. Bonjour chérie. Comment allez-vous? Mais très bien, Alors, très bien, merci. On a le président Macron qui vient en janvier. Les 22 et 23 janvier Voilà, il va prochains. nous annoncer, j'imagine, que l'ambassade de France va être à Jérusalem maintenant. Mais comment donc? J'aime beaucoup votre manière de présenter les choses. C'est-à-dire que, évidemment, comme tout journaliste, mais même si vous êtes bien plus que ça, vous démarrez par une petite provoque. Très bien, je la prends comme telle. Je plaisante. Voilà. Dites-moi, cette visite, c'est une visite d'État ou pas? Non, une visite... non. C'est une visite officielle, oui. Qui est entièrement centrée sur un événement à Yad Vashem que le président Rivlin ici a tenu à faire et qui est la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Voilà. Le message de François Mitterrand, j'allais dire, le message d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est un message d'amitié avec Israël? C'est un message Parce que, vous savez, on est très troublés. Les Israéliens sont très troublés par cette relation qui est un peu particulière en ce moment entre l'Iran et certains pays européens dont la France est leader. Donc il y a un peu cette méfiance. Moi, le président Macron, c'est mon président aussi. Et vous savez, comme j'aime la France, nous en avons déjà parlé. Donc je voudrais savoir dans quel état d'esprit il vient. Mais l'état d'esprit, il ne faut pas prendre tous les problèmes à la fois, l'Iran, la mémoire, etc. L'amitié entre la France et Israël, elle est depuis toujours quelque chose que les Israéliens et les Français vivent de façon compliquée. Il y a des phases qui sont formidables, il y a des phases qui sont difficiles, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Eh bien, incontestablement, le président de la République actuelle, il tient à ce qu'on aille vers une phase positive de la relation. Alors, ces relations, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans la présentation, elles sont passionnelles. C'est comme ça. Et il faut les assumer comme telles. C'est quoi? C'est une histoire d'amour avec... oui. C'est une histoire d'amour avec des moments de passion, des moments de haine, comme dans toutes les histoires d'amour? Absolument. Il y a des choses de cet ordre-là, et avec à la fois une réalité et puis une série de symboles qui ont été rappelés, d'actes symboliques qui ont été rappelés dans votre présentation. Et encore une fois, c'est bien plus que ça.
C'est-à-dire que c'est une histoire longue. Là, on n'est pas dans la relation entre la France comme pays et Israël comme pays. Il faut remonter bien plus en arrière. C'est la relation de la France avec les Juifs, et notamment les Juifs en France ou de France. Mais cette relation qu'a la France avec l'Iran en ce moment, moi, Eric, je ne la comprends pas. Essayez de me l'expliquer. C'est extrêmement simple. L'Iran pose une menace à beaucoup de pays et une menace existentielle à Israël dans la mesure où c'est sans doute le seul pays qui reste à dire que, enfin certains de ses dirigeants qui veulent pas d'Israël, qui veulent le détruire, etc. Voilà. Donc, pour les uns c'est une menace, pour l'autre c'est un véritable ennemi. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est de vous dire, parce que c'est une menace ou un ennemi, il faut lui parler de façon à faire de la déconfliction. Et une autre option qui consiste à dire, parce que c'est une menace ou un ennemi, je ne veux pas lui parler. Alors il y a ces deux choses-là. Eh bien, actuellement, on est dans quelque chose qu'il faut choisir. Et le choix de la France, il est très clair. Il est de faire en sorte qu'on arrive à une relation où il n'y ait pas la guerre et où l'Iran n'acquiert pas la bombe. Ce sont deux choses qui sont fondamentales. Nous ne voulons pas que l'Iran ait la bombe atomique et je peux vous dire qu'il ne l'aura pas. Ensuite, il y a la question d'autres menaces sur la région et notamment sur Israël qui, elle, tourne autour de la question des missiles et de la question de l'influence régionale de l'Iran, qui ne sont pas du même ordre. Ce n'est pas la même chose que le nucléaire. Et donc il faut aujourd'hui aborder ces trois aspects. La partie du nucléaire, la partie des missiles et la partie de l'influence régionale. Alors Eric, la vraie question, quand Macron voit un dirigeant iranien, il est clair avec eux, il leur dit, écoutez, Israël a le droit de vivre en paix et en sécurité, le nucléaire n'existera pas en Iran, et contre cela, on vous trouve 15 milliards pour que la population puisse souffler un peu. Non, c'est pas comme ça, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. J'imagine, voilà. D'abord, Israël a le droit de. Mais on ne demande rien de ce point de vue-là à l'Iran. Israël existe. Il n'y a pas à demander quoi que ce soit. Israël existe. Et donc, comme tout pays, effectivement, elle a le droit de vivre en paix, en sécurité, etc. Mais il n'y a pas de demande de la reconnaissance de l'existence. Il ne manquerait plus qu'on demande aux gens de reconnaître Israël. Non, ça c'est sûr, oui, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a 192 pays qui reconnaissent Israël. C'est pas parce que ça pose un problème à l'Iran qu'Israël n'existe pas. Première chose. La deuxième chose, c'est la question de la sécurité, bien entendu. Et cette sécurité, elle est, encore une fois, fondamentale pour Israël. Mais au-delà de ça, nous sommes préoccupés par le Moyen-Orient globalement. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que l'influence iranienne sur la région, qui est de plus en plus forte, ne constitue pas un élément de déstabilisation. Et pour ça, il y a un gros travail à faire avec eux. Encore faut-il qu'on se mette au travail avec eux. Et incontestablement, ce que le président de la République essaye de faire, c'est d'amener les Iraniens à la table de négociation. De discussion. On se méfie quand même, il y a une duplicité chez les Iraniens. Ils ont toujours dit tout et leur contraire. Il y a en ce moment, par exemple, deux personnes, Farida Adelkhan, anthropologue, et Roland Marshall, qui est un sociologue, qui sont prisonniers des Iraniens, qui sont deux chercheurs français qui sont allés étudier, qui sont prisonniers comme espions. C'est quand même surréaliste que d'un côté... Est-ce que c'est pas un levier que les Iraniens essaient de porter sur la France? C'est possible, mais ça, je dirais, c'est très important pour ces deux personnes. C'est très important parce que nous nous en occupons quasiment tous les jours. Mais c'est de la petite histoire par rapport à la grande histoire. Oui. Et il faut remettre les choses, à mon avis, plus en perspective. Il se passe sur l'ensemble du Moyen-Orient de très grands bouleversements. Et dans ces bouleversements, un des points essentiels, c'est que l'Iran prend de plus en plus de place dans la région, avec sans doute une stratégie de long terme pour aller de Téhéran jusqu'à la mer, en augmentant son influence et en faisant porter une pression forte sur Israël.
Ça, c'est... Mais ça, je suis d'accord, mais ça, on peut le faire. Il pourrait le faire dans un processus de paix, en faisant les États-Unis ou l'Europe du Proche-Orient. À ce moment-là, il faut faire attention. Vous avez dit, l'Iran, il y a une duplicité où il mente, etc. Mais qu'est-ce qu'on met en face? Moi, je me souviens du paradigme de la guerre froide. C'était drôle à l'époque, parce que pour caricaturer les choses, on disait les Russes mentent tout le temps, les Occidentaux ne tiennent pas parole. Alors avec ça, c'était compliqué. Et là, le problème, un des problèmes essentiels, c'est la question de la crédibilité aussi des partenaires de l'accord iranien sur le nucléaire. Lorsque l'Iran dit « moi j'ai respecté mes obligations au titre de cet accord », et que le principal partenaire dans l'autre sens, c'est-à-dire les États-Unis, disent « c'est le pire accord qu'on ait jamais signé, je m'en vais de cet accord », à ce moment-là, il y a peut-être duplicité d'un côté, mais il y a aussi respect de la signature et de la parole de l'autre. Donc il ne faut pas tout. C'est vrai. Oui, et donc je ne dis pas que l'Iran fait ce qu'il fait et a repris des activités parce que cet accord sur le nucléaire iranien a pris un coup avec le départ des Américains. Mais il y a quand même quelque chose de ça. Donc il ne faut pas non plus tout mettre d'un même côté. Tout ça, c'est une dialectique, mais ce n'est pas pour ça que je mets les gens et les pays au même niveau. Sûrement pas. Je vois bien où est la partie agressive et menaçante sur la région. Mais il n'empêche que il faut être deux pour danser le tango. Oui, c'est difficile d'arriver dans un pays comme vous, en tant qu'ambassadeur, avec une situation qui est aussi complexe que la situation politique israélienne. Ni plus ni moins, non. Alors d'abord, c'est moi ce qui fait mon intérêt sur moi. Oui. Pour moi, je veux dire, j'arrive, c'est un pays extraordinaire, formidable, et la situation est compliquée. Elle est difficile par moments, elle est très sensible, donc pour moi elle est passionnante. C'est la première fois qu'un ambassadeur de France en Israël a des origines juives. Oui. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre relation franco-israélienne. Est-ce que c'est un désir du président? Ah, le désir, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il y a derrière une idée quand même? Alors ça, je dois dire qu'il faudrait lui poser la question. Je poserai la question aussi. Oui, absolument. Il faut voir la dimension symbolique. Ça, donc le premier ambassadeur. Qui est très important. Voilà, qui est important. Mais il ne faut pas y mettre plus qu'elle ne peut offrir, pourrait-on dire. Deux mots là-dessus, sur ma situation par rapport à ça, et puis après je dirais pourquoi je suis le premier et pourquoi il n'y en avait pas avant, peut-être. Sur la situation, parce qu'elle n'est pas forcément très connue de vos spectateurs, mes deux parents sont nés à Alexandrie, en Égypte, et mes quatre grands-parents, respectivement, pour mon grand-père paternel à Istanbul, ma grand-mère paternelle à Rhodes, ma grand-mère maternelle à Beyrouth, et mon grand-père maternel au Caire. Et ça veut dire que vous connaissez bien cette région, vous avez cette culture-là. Il y a une imprégnation moyenne-orientale depuis longtemps dans la famille. Ce qui donne quoi? Ce qui donne peut-être, je dirais, une forme d'empathie et de compréhension de ce qui peut se passer. Mais après, dans la position française ou les positions que je défends et que je défendrai, ça ne change rien. Il faut être clair là-dessus. Non, mais ça, voilà. Et donc, voilà, c'est juste. Donc, non, mais la force du symbole est importante. Vous savez, on est au Proche-Orient. Hein, le symbole est parfois plus important que les mots. Et je le prends comme tel. Et peut-être aussi, grâce à ça, peut-être que ça a joué. J'ai été, avec ma famille et mes enfants, formidablement bien accueillis, de façon très chaleureuse, de façon très ouverte, etc. Donc, je pense que ça a pu jouer. Mais encore une fois, l'important après, c'est le job lui-même. Et là, de ce point de vue-là, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de la chose, il n'y a qu'une seule politique française, et je la représente, je la défends. Du président, oui, ce que je peux faire, et du Premier ministre. Ce que je peux faire, moi, qui peut-être peut introduire une légère rupture de style, c'est d'abord effectivement une empathie peut-être différente de mes prédécesseurs par rapport au pays. Ça, c'est une chose. Et puis, dans l'empathie différente aussi du pays par rapport à vous. Absolument. C'est aussi important. Oui, tout à fait. Donc, nous partons sur une base, je dirais, un petit peu différente. Mais après, ce que je peux faire, c'est de décrire les choses et la situation telle qu'elle est, et pas telle que certains voudraient la fantasmer ou la modifier. Ce qui est difficile dans une situation complexe, c'est de décrire les choses comme elles sont. Parce que
vous avez autour de la question d'Israël et autour de la question de la situation des Juifs de France, en France ou ici, beaucoup de biais cognitifs, comme on dit, beaucoup de manières de voir. Ce qui fait que, par exemple, ici, les gens ne sont pas contents de la façon dont les médias rendent compte de la situation. Et puis, c'est le moins qu'on puisse dire. oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez des incompréhensions déjà. Et le Quai d'Orsay, moi, mon rôle, c'est de le nourrir avec ce que je vois de la réalité de la situation et pas forcément de ce que les gens attendent. Mais le Quai d'Orsay vit depuis des générations, j'ai envie de dire, dans une espèce de fantasme un peu anti-israélien, pas un peu d'ailleurs, anti-israélien, avec une appétence, j'ai envie de dire, pour le monde arabe. Moi, je ne juge pas, je dis ce que je vois. Est-ce que ça, fondamentalement, ça peut changer? Est-ce qu'on peut arriver à avoir une vision du Quai d'Orsay sur Israël et les relations qu'Israël avec le reste du monde, et en particulier le Proche-Orient, un peu différente de ce qu'on a eu jusque-là? Oui, mais bien sûr. Mais j'allais dire pour cela, il faut aussi qu'au niveau politique, il y ait modification de la ligne. Le Quai d'Orsay, il suit la ligne qui est faite par les politiques. Est-ce que le président veut changer? Vous savez, ce n'est pas à moi de dire. Non, les années bénies de la relation israélo-française dans les années 55, etc., qui ont duré à peu près 10 ans. Oui. Où la France avait annoncé, 20 ans, où la France a annoncé clairement qu'en fait elle était partenaire d'Israël. Oui. Ont été les années où le monde arabe en fait a le plus respecté la France d'une certaine façon, et où les choses se sont le plus calmées dans ce pays jusqu'à la guerre malheureusement des 6 jours, je crois. Bon, pourquoi ne pas revenir? Pourquoi est-ce que la position de la France n'est pas celle-là, de dire voilà, Israël est notre partenaire, nous n'avons évidemment rien contre le monde arabe, mais respectons-nous les uns les autres et arrêtons un peu de jouer comme dans une cour de récréation avec des menaces, des affirmations qui n'ont rien de réel jamais. D'abord, que Israël soit un partenaire de la France, il l'est. Et il l'est, peut-être que on ne s'en rend pas compte parce que justement on est obsédé par des souvenirs de nature symbolique. Mais très franchement, quand vous regardez la coopération dans tous les domaines aujourd'hui, qu'elle soit culturelle, scientifique, technique, etc., ça marche très très fort. Si vous regardez, alors c'est moins connu du public, la relation dans le domaine de la sécurité, je peux vous garantir qu'elle est exceptionnelle dans le quotidien, et vraiment au quotidien. Et donc, non, vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que maintenant, il peut y avoir un changement de la ligne générale et tout? Mais ça, encore une fois, c'est aux politiques de le faire, sûrement pas à moi. Je fais crédit aux politiques de pouvoir changer. Et ce d'autant plus que je vais me permettre une appréciation, ce que je ne devrais jamais faire sur le président de la République. C'est manifestement une personnalité que tout le monde voit comme pragmatique, et s'il était besoin de le prouver, je pense que ce qu'il a dit un jour sur la Russie, l'autre jour sur l'OTAN, montre bien qu'il est capable de changement de paradigme fort. Voilà, je n'irai pas plus loin. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais vous vous rendez compte comme les Israéliens, et en particulier les Français qui vivent maintenant en Israël, attendent comme de l'eau venant d'une source des gestes forts de leur pays vis-à-vis d'Israël. On se rend compte de ça en France? Bien entendu. C'est quand même une énorme. Oui, on a à peu près 150 000 personnes. Bon, tout le monde n'est pas inscrit au consulat, peu importe, mais on est entre 150 000 et 170 000 Français qui sont arrivés ici et qui y vivent, et qui ont fait leur alia ou qui font des allers-retours, etc. C'est une très très forte communauté, mais qui est, elle, dans une situation d'attente très forte parce qu'elle vit les difficultés peut-être de façon plus forte que d'autres communautés. Et ceci notamment depuis quelques années où on a la remontée de l'antisémitisme en France et tout ce débat sur antisionisme, antisémitisme, etc. Du coup, effectivement, elle est en attente d'une réponse par rapport à cette angoisse qui monte et qui, je ne sais pas si elle est justifiée entre guillemets, mais en tout cas je la comprends parfaitement. Est-ce que la France est en capacité de tenir déjà en France ce paradigme de l'antisémitisme? Elle est en capacité de le museler ou c'est impossible aujourd'hui? C'est toujours impossible au sens où vous pouvez prendre des mesures, elles sont toujours nécessaires, elles ne sont jamais suffisantes.
le problème de l'antisémitisme. Nous étions, il n'y a pas longtemps, à la remise d'un doctorat honoris causa à baron David de Rothschild. Et David de Rothschild a dit devant l'amphi, je ne sais pas comment on lutte contre l'antisémitisme. Et c'est une phrase qu'il faut l'entendre de la part d'un Rothschild. Ça veut dire quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, c'est la résultante d'énormément de facteurs qui relèvent d'une névrose personnelle de certains, de conditions économiques, sociales, politiques à un moment donné. Et il faudrait lutter contre tout cela pour arriver à tuer la bête. Éradiquer. Alors, on prend les mesures le plus possible de ce qui est visible. Par exemple, vous avez un très gros travail qui est fait sur le contenu haineux sur Internet, pour faire en sorte, et c'est un travail qui se fait en termes de répression, et aussi un travail avec les plateformes, de façon à ce que les contenus soient effacés rapidement, etc. Vous avez la reprise de façon différente de toute la question clé qui est celle de l'éducation, bien entendu. Mais ce que nous savons, c'est que la France traverse par vagues comme ça, des grandes vagues d'antisémitisme. On est en train de voir une montée actuellement de l'antisémitisme. Dire, est-ce que vous prenez des mesures pour que, etc. Oui, on en prend, mais sachez bien, et il ne faut pas attendre, que ça ne va pas s'arrêter miraculeusement. D'abord, ça dure depuis longtemps, et puis cet antisémitisme, il mute. Je veux dire, on n'est plus comme l'ancien antisémitisme qu'il y avait en France, celui de l'affaire Dreyfus, on est dans des antisémitismes d'un genre nouveau. Si vous me permettez, je crois. Attendez, juste après la pause, on revient dans quelques minutes. Bougez pas, pas de souci. Éric Danon, donc notre ambassadeur de France en Israël, on parlait de cette nuance antisémitisme, antisionisme, qui est très importante. Peut-être qu'on n'a pas assez expliqué cette nuance. Oui, parce que c'est plus qu'une nuance. Il y a eu tout un débat depuis quelques années en France pour savoir si l'antisionisme avait quelque chose à voir avec l'antisémitisme. Et le président de la République, l'an dernier, lors du discours du CRIF, a clairement dit que l'antisionisme, c'est une forme moderne de l'antisémitisme. Mais il faut bien voir que, disant cela, c'est le début du débat et pas la fin du débat. La discussion commence là-dessus. Ah oui. Et oui, parce que d'abord, il faudrait définir ce qu'est le sionisme et l'antisionisme dans le sens qu'on dit. Et il faut regarder la situation telle qu'elle est vraiment en France. En fait, la difficulté autour de la question de antisionisme, antisémitisme, c'est que vous avez des anti-juifs qui utilisent aujourd'hui les deux arguments. Sauf que utiliser l'antisémitisme, c'est compliqué, parce que c'est pénalement très très réprimé. Et donc, faisant feu de tout bois, il passe de plus en plus par l'antisionisme. Mais, pour autant, la critique inverse a été de dire « Ah oui, mais on ne peut pas nous empêcher d'être antisionistes parce qu'à travers ça, il y aurait l'impossibilité de critiquer la politique d'Israël. » Alors c'est là qu'on est en pleine confusion. Donc essayons de clarifier 2 minutes cette chose. Si l'antisionisme consiste à dénier, en tant que mouvement, le sionisme comme mouvement, consiste à dénier le droit d'Israël à exister, la question est réglée. En réalité, à part l'Iran et à une époque la Libye, mais c'est fini, et quelques ultra orthodoxes qui disent le peuple juif est diasporique par nature, donc l'existence même d'Israël, c'est complètement autre chose. C'est marginal. C'est pas le problème en France. Le problème en France de l'antisionisme, c'est pas de dire Israël n'a pas le droit d'exister, c'est dans quelles frontières. Et c'est la question, je dirais, de l'expansion qui est critiquée par certains, parce qu'on voit bien qu'au niveau de ce qu'on appelle la zone C, peu importe, enfin, il y a des implantations successives. Alors, il faut faire très attention, parce qu'on peut être contre cette manière de faire des implantations. Certains vous diront « Ah ben dans ce cas-là, c'est que vous êtes antisioniste, donc vous êtes antisémite. »
Oh là, c'est un peu Oui, facile. Vous voyez, c'est un peu facile Non, de on peut être raccourcir. contre la colonisation ou les implantations, ça dépend comment on le dit. Oui, mais la manière dont on le dit fait que vous êtes très vite aujourd'hui taxé d'antisionisme, donc d'antisémite, par certains. Et donc ça empêche, ça biaise le débat sur la question des implantations. Et vous avez donc dans l'antisionisme la question de l'attaque contre l'existence même d'Israël, c'est pas vraiment le sujet en France aujourd'hui, contre la frontière d'Israël et les territoires, pourrait-on dire. Et là, ça commence à être plus compliqué comme débat. Et puis il y a eu ce débat qui est aussi sur qui habite et quelle est la question des droits et des devoirs des gens en Israël. Est-ce que tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs? Sujet compliqué en France. Pourquoi? Parce que pour un Français, il faut voir que Israël, c'est le seul pays de l'OCDE qui fait la distinction entre la nationalité et la citoyenneté. Pour un Français, c'est incompréhensible. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est la même chose. Donc tout le monde, les mêmes droits, etc. Et si vous dites, attention, en fait, Israël est un État juif, alors ça devient compliqué dans la tête des Français. Pourquoi? C'est une question d'habitude et de manière de prendre les choses. Dans le système français, vous n'avez pas un État qui, par nature, serait juif ou quoi que ce soit d'ailleurs. Vous posez la forme du gouvernement, vous donnez éventuellement la religion, et puis vous citez le pays. C'est-à-dire vous avez le royaume chrétien de France, oui. Ou bien vous avez la République islamique d'Iran. Donc vous auriez pu avoir la République juive d'Israël. Sauf que vous avez l'État juif. Alors ça, c'est plus compliqué. Parce que, et en plus, accessoirement, dans le système français, si vous admettez, entre guillemets, qu'il y a un État juif, ça, par nature, par essence, ça veut dire qu'il peut y avoir un État islamique. Puisque, voilà. Donc, attention, pour les Anglais, c'est pas compliqué, ils considèrent que c'est l'État des Juifs, Jewish State. Dans le système, dans la mentalité française, c'est plus compliqué. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, c'est plus subtil maintenant. La question antisioniste et la question antisémite ne sont pas de même nature. Pourquoi? Parce que le sionisme et l'antisionisme, ça relève de l'existence d'Israël, alors que la question antisémite relève de l'identité. Et donc, vous pouvez vous servir des arguments sur l'existence et des arguments sur l'identité quand vous êtes anti-juif. Mais comme je dis toujours, c'est pas parce que les véganes aiment les carottes et les navets que les carottes et les navets, c'est la même chose. Ce sont deux notions différentes. Et pourquoi est-ce que les Français sont plus concernés que d'autres par cette problématique? Regardez ce qui s'est passé avec les attentats depuis 2015. Pour les attentats qui sont en France, qui se sont passés en France, ces attentats, quel que soit leur niveau, leur gravité, ne mettent pas en cause, je dirais, l'existence même de la France en tant que France. Ces attentats posent un problème sur les failles de la société française, puisque les gens qui ont commis ces attentats étaient majoritairement des Français. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur de la France qui fait que ces gens peuvent se radicaliser au point de passer à l'acte de façon odieuse comme ils l'ont fait. Donc vous avez en Israël une situation qui n'a rien à voir, car les attentats islamistes, et on l'a vu encore avec les 400 missiles du Hamas il n'y a pas longtemps, sont une menace qui est beaucoup plus existentielle pour Israël, alors qu'ils ne posent pas au fond la question identitaire d'Israël, au contraire plutôt ils la renforceraient. Oui, si je voulais pousser un petit peu ça par une formule, mais c'est juste une formule, c'est juste une image, pas forcément une image juste, on pourrait dire que l'histoire des peuples a fait en sorte que la France est un pays assuré, sûr de son existence, mais angoissé par la pérennité de son identité, alors qu'Israël serait plutôt un pays sûr de son identité, mais angoissé par la pérennité de son existence. D'où ce miroir. Wow. Alors bon, après on peut nuancer, savoir si tout le monde est sûr de non, mais fondamentalement, je pense que vous avez raison. Oui, il y a l'angoisse existentielle est là. Il y a donc une espèce de vision en miroir l'un de l'autre. Et pour les Juifs français, je reviens à l'angoisse, ou de France, peu importe, à l'angoisse que vous décriviez, ils ont la double peine. C'est-à-dire que quand ils sont en France, ils ont une angoisse de nature identitaire. C'est l'affaire du remplacement, on n'est plus, voilà, on est agressé dans la rue, etc. Donc, il y a une angoisse contre mon identité. Et quand ils sont ici, il n'y a pas d'angoisse de nature identitaire. Il y a une angoisse existentielle à cause de la menace de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, de tout ce que vous voulez.
pays arabes. Et donc les pauvres, ils ont les deux. Et ceux qui font la diabolique, ceux qui bougent sans arrêt, au fond, ils vivent cette angoisse-là. Et ils attendent de la France quelque chose de ça. Et nous avons, justement, nous sommes sans doute le seul pays, et c'est pour ça que ça a à voir avec toute l'histoire des Juifs en France depuis toujours, à pouvoir dialoguer avec Israël sur cette question existence-identité, qui est fondamentale. Parce que elle a aussi à voir quelque chose avec l'apport du peuple juif. C'est aussi avec, justement, avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec l'Iran qu'il faut aussi parler de cette situation. Parce que c'est eux qui créent cette angoisse. C'est exactement ce que la France essaye de faire, c'est-à-dire de parler avec tout le monde, là où d'autres pays refusent de parler. Et donc nous sommes dans une logique qui est différente, et le président de la République l'a rappelé plusieurs fois, nous parlons à tout le monde et nous cherchons à être ce qu'on appelle une puissance d'équilibre, donc de modération, donc de déconfliction. Est-ce que la France a aujourd'hui encore les moyens de... Est-ce qu'elle est assez puissante, intellectuellement même, je ne parle pas de l'armée, je parle d'intellectuellement, de puissance, pour calmer le jeu au Proche-Orient, pour dire, est-ce qu'elle... Le fait qu'elle se soit séparée de l'Amérique, des États-Unis, de Trump, sur ce problème en tout cas, est-ce qu'elle garde sa puissance? Je pense que déjà j'ai une confiance réelle, infinie dans la France. C'est un vrai pays, une vraie nation qui intellectuellement est toujours dans une capacité à dire des choses que les autres ne disent pas et à décrire les choses, à mon avis, comme elles sont et mieux que d'autres, pourrait-on dire. Une des difficultés du Proche-Orient, aujourd'hui, c'est justement l'envie des États-Unis, au fond, de s'en retirer. Ils sont moins intéressés qu'avant par le Proche-Orient. Pétrole. À cause du pétrole. Oui, ils ont l'autonomie chez eux. L'autonomie énergétique des États-Unis entraîne une moindre appétence à s'occuper des problèmes d'ici. On l'a vu, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir, bien entendu. Ça veut dire une intervention différente. On l'avait vu déjà avec Obama, on le voit avec Trump. C'est d'ailleurs à cause de ce départ que les Russes, de façon opportuniste, sont arrivés notamment dans le conflit syrien ou irako-syrien. Il y a là, dans cette recomposition autour des grandes puissances, une marge de manœuvre pour la France. Est-ce que la France peut? Oui, si elle en a envie, elle est encore dans une capacité à être écoutée, parce qu'elle tient justement un langage différent des autres et, j'allais dire, à nouveau équilibré par rapport à d'autres qui sont dans une radicalité beaucoup plus forte. Un des problèmes de l'époque actuelle, un des grands problèmes, c'est le retour des rapports de force. Le retour des mâles alpha du troupeau. J'ai une armée, je peux faire ça, je peux vous attaquer, etc. J'ai des bateaux, j'ai des avions. On est dans un retournement, pourrait-on dire, de l'histoire depuis une trentaine d'années, je dirais depuis la chute du mur, où on s'était dit, au fond, la mondialisation, ça va être quelque part la suprématie du droit sur la force. Et puis là, patatras, quelque chose est en train de se retourner dans le monde entier, et la force, à nouveau, est en prévalence sur le droit. Et ça, c'est difficile. Avec une négation du droit, bien sûr. Et vous avez des négations du droit international, c'est-à-dire que devant des violations assez évidentes du droit international, vous avez des pays et même des grandes puissances qui disent non, non, moi je reconnais ça comme étant licite. C'est-à-dire que le droit international... Vous vous rendez compte de votre responsabilité? Parce que vous êtes non seulement l'ambassadeur de France en Israël, donc celui qui doit avoir des relations, créer des nouvelles relations entre la France et Israël, mais vous êtes aussi le représentant de la France, même s'il y a d'autres ambassadeurs, dans un pays qui est attaqué par des pays arabes. Donc c'est celui qui doit aussi calmer ces pays-là. Oui, tout à fait, d'où un travail permanent avec mes collègues, que ce soit en Égypte, au Liban et ailleurs, en Irak. Là, en ce moment, manifestation en Iran, des milliers de morts. Oui. Quand on va savoir ce qui se passe en Iran, et on le saura, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas quelques dizaines de morts, c'est une répression qui est terrifiante. Manifestation au Liban, manifestation en Irak. Les élections en Algérie qui ne se passent pas très bien. Donc on est... Ça craque de partout. Alors voilà, le seul pays à peu près équilibré, enfin un des seuls pays, la Syrie, j'en parle pas, le seul pays équilibré, c'est quand même Israël. C'est quand même lui qui a,
Alors on peut faire 18 élections pour notre Premier ministre de suite, Oui, il n'empêche que c'est pas du même ordre. c'est pas du même, et c'est la démocratie. Oui. Il y a un problème démocratique, on retourne aux urnes. Oui. Donc c'est d'ici, c'est d'Israël que va se passer que va arriver le futur. Donc c'est vous. Alors vous êtes dans la boule de cristal et non mais c'est d'ici que va venir le futur. Oui. Ne serait-ce que dans le rapport de force ou le rapport intellectuel avec les pays arabes. Mais incontestablement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est la montée depuis quelques années, la montée d'Israël comme puissance régionale. Jusqu'à maintenant, Israël se contentait, j'allais dire, de gérer sa sécurité immédiate. Et maintenant, quelque chose se passe parce que les rapports de force changent et donc vous avez une projection d'Israël qui commence à être beaucoup plus large, qui d'ailleurs entraînera à un moment ou à un autre des droits et des responsabilités. Mais ça, je veux dire, c'est pas ma question à moi, bien entendu. Et donc, oui, il y a autour d'Israël et de sa capacité intellectuelle à se projeter dans le futur, quelque chose qui est intéressant. Encore faut-il qu'il y en ait la volonté. Et là, c'est pour le moment quelque chose qui n'apparaît pas clairement au reste du monde. Lorsque on essaye de faire des conférences régionales, lorsqu'on essaye de dire maintenant les choses ont changé, c'est plus bilatéral, c'est au niveau régional, à ce stade, Israël est, j'allais presque dire par habitude, assez réticente. L'internationalisation des problèmes d'Israël, c'est quelque chose que les gouvernements israéliens successifs ont toujours refusé. On verra si ça change. La position de la France par rapport à la relation entre Israël et le Hamas et l'OLP. Est-ce qu'on reste sur cette ligne de deux États côte à côte avec un partage, Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien à venir? Oui, en termes, si vous voulez, de points d'aboutissement, oui. La position de la France de ce point de vue. C'est pas utopique, ça, c'est pas une façon de voir les choses dont on sait qu'elle ne peut pas arriver et qu'on s'obstine à vouloir continuer dans cette direction? Pour le moment, ça n'est pas fermé, mais incontestablement, ce qui se passe, c'est une certaine fatigue du monde entier par rapport à cette problématique. Il y a un épuisement. Mais oui, il y a un épuisement, bien entendu. Mais cet épuisement n'est pas. Oui. Non, mais c'est pas de responsabilité des uns et des autres. Encore une fois, il faut être deux pour danser le tango. Mais c'est aussi parce que d'autres problèmes sont arrivés. Parce qu'aujourd'hui, pour Israël, la question sécuritaire n'est plus du côté de la Cisjordanie ou des territoires. Elle est évidemment du côté iranien, du Hezbollah et du Hamas. Donc on n'est plus dans le même, tout à fait dans le même problème qu'avant. C'est plus un problème de sécurité au sens existentiel comme ça l'a été à un moment. L'autre chose, c'est que au fond, le statut actuel de ces territoires est très compliqué. Ça n'est ni un État, ni un non-État. C'est un entre-deux. Et c'est comme ça. Et ça fait 50 ans que ça dure. Donc, que le point de sol, alors c'est pas un État, dire parce qu'il n'y a pas toutes les prérogatives d'un État, il n'y a pas la défense, la monnaie, le machin. Bon, et c'est pas un non-État parce que vous avez une autorité palestinienne, une citoyenneté, etc. Donc, c'est un entre-deux. Quel est le point de sortie? C'est ce qui va découler de la volonté des uns et des autres sur le terrain. Nous prônons qu'il y ait un deuxième État, c'est-à-dire l'État de Palestine, et avec une capitale qui soit Jérusalem, enfin. On connaît la position française. Celle-ci, elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va vers ce point-là? Eh bien, j'allais dire, tel que l'histoire se construit depuis toujours, avec des rapports de force et des négociations. Ces négociations, elles sont censées avoir lieu en bilatéral. Que aujourd'hui, les gens ici en Israël, en Palestine, disent ça n'est pas réaliste, cette solution, on ne la voit pas. Plus ça va, plus le temps passe, plus on s'éloigne. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire par là que c'est une question très profonde de volonté des deux parties d'aller vers telle solution. Mais est-ce qu'il y a un début juste de volonté pour résoudre un problème qui, depuis que le monde entier propose des plans de paix successifs, n'a jamais abouti? Ah, justement. Donc il faut prendre ça en compte, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez faire, je dirais, le procès d'intention qu'il n'y a pas la volonté de paix?
il est sûr qu'il y a énormément de gens qui souhaitent la paix, et il y en a d'autres qui, au contraire, se contentent de la situation telle qu'elle est. Moi, je vois au niveau de la société. Est-ce qu'il n'y a pas un régime mafieux contre lequel il faut lutter? Mais peut-être que, tel que Trump l'a décrit, par exemple, eh bien, tout le système aujourd'hui serait, je ne sais pas, plus ou moins corrompu, mafieux, etc. Moi, je n'ai pas à donner une appréciation là-dessus. Moi, je vois les efforts des uns. Non, moi, je vois les efforts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapprochement et la paix entre les deux. Ce que je vois, c'est au niveau de la société civile, un nombre très important d'associations, de fondations, etc., qui font des efforts. Vous avez entre 500 et 600 associations qui, autour de la question israélo-palestinienne, essayent de rapprocher les gens et font des choses formidables au niveau des écoles, des hôpitaux, etc. Au niveau de l'économie, c'est tout à fait important. Et puis vous avez un blocage, tout en haut, j'allais dire, au niveau institutionnel. Sur celui-là, sur la relation, j'allais dire, entre le Premier ministre israélien et le chef de l'autorité, le président de l'autorité palestinienne, sur ça, je ne peux rien. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous parlez d'association, vous parlez d'action pour la paix, que ces actions sont toujours, elles viennent toujours du côté occidental, je veux dire du côté israélien. C'est-à-dire que à chaque fois, vous pensez bien que depuis que je suis en âge de comprendre ce conflit, je me bats pour la paix, j'essaie de trouver la paix, j'ai fait dans mon travail. Mais à chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'en face, il n'y a rien? Pourquoi est-ce qu'en face, c'est toujours le même discours agressif, haineux? Et pourquoi est-ce que la France, justement, avec sa capacité à raisonner des pays qu'elle connaît bien, une mentalité qu'elle connaît bien, pourquoi est-ce que la France ne tape pas un peu du poing sur la table? Mais encore faudrait-il que ce soit la bonne méthode. Mais la France dit des choses aux dirigeants et aux pays qui sont intéressés au règlement, et elle le dit de façon assez forte, et elle agit, y compris sur le terrain, et dans un nombre d'actions concrètes que je pourrais vous décrire ici, mais ça serait un peu long. Moi, je crois aussi que d'autres pays n'ont pas un intérêt à la paix. C'est pas seulement entre les deux protagonistes, mais au fond. Prenez la relation d'Israël avec l'Europe. C'est une relation qui est compliquée. On l'a vu encore avec l'affaire de l'étiquetage récemment. On le voit sans arrêt sur les condamnations des implantations. Supposez qu'il y ait la paix, la paix, ou qu'on ait réglé la question israélo-palestinienne. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là de contentieux entre Israël et l'Europe? Pas grand-chose. Rien. Rien. Et vous voyez donc que certains pays pourraient être intéressés à ce que le caillou dans la chaussure pour Israël reste, parce que s'il n'y a plus de contentieux, alors la relation israélo-européenne devient quelque chose, devient un boulevard, comme on dit, et permet à Israël de monter en puissance sur la scène internationale, mais encore plus. Mais aussi à un futur peut-être État palestinien, aux autres pays de la région. C'est-à-dire qu'il y a une force vive là, qui depuis des décennies est éteinte par des assassins. Au lieu de prospérer, c'est un coin du monde qui devrait être... Regardez ce que ça fait les Palestiniens quand ils travaillent, ce que ça fait les Israéliens, bien sûr, mais les Irakiens, les Libanais, tous. C'est ce que vous dites. Dès que vous passez au niveau de la société civile, il se passe des choses formidables. Et vous avez un potentiel absolument énorme. C'est quoi le monde aujourd'hui, Éric, vous qui êtes un diplomate et qui avez une vision sans doute globale de cette... J'ai combien de temps? Vous avez... C'est quoi ce monde? Vous savez, c'est un monde qui est devenu à la fois imprévisible et, et instable. Il peut bouger à tout moment et il est devenu très très imprévisible. C'est compliqué. Si vous me demandez c'est quoi la Syrie dans un an, je ne peux pas vous répondre. Mais si même vous me demandez c'est quoi le Brexit dans 3 mois, j'aurais du mal à vous répondre. Je suis d'accord. Voilà, malgré les élections. Malgré les élections. Vous pouvez tout connaître sur un sujet. Et si vous me demandez qui est Premier ministre en Israël dans un an, je ne peux pas vous répondre. Personne. Mais c'est ça l'imprévisibilité. Mais il y a quand même des grands mouvements. Alors, dans ce monde-là,
qui est devenu complexe, il faut avoir des grilles de décodage. Alors chacun peut prendre les siennes, regarder suivre un angle et tout, mais si vous voulez avoir ce que nos amis britanniques appellent le global picture, l'ensemble des données, alors il faut prendre des modèles, un système d'analyse qui est un peu différent de ce que les gens utilisent d'habitude. Si j'ai 1 minute, je vous le décris, c'est assez facile. Nous sommes à la télévision. Et la télévision, l'image de la télévision, elle est composée d'images superposées, de couleurs superposées. Une verte, une bleue et une rouge. Et c'est quand les trois sont superposés que vous voyez l'image, la réalité telle qu'elle est. Eh bien, pour décrypter le monde, il vous faut des grilles aussi d'analyse de couleurs différentes. Alors il y en a 3, mais on peut en prendre plus, mais les 3 principales, c'est quoi? Vous avez une grille d'analyse qui porte sur les grands équilibres de la planète. Et les grands équilibres de la planète, ça a à voir avec la démographie mondiale et son explosion. Ça a à voir avec toutes les questions environnementales et la dégradation environnementale de la planète. Et ça a à voir avec les modèles de production et de consommation sur la planète. Émigration, écologie, consommation. Oui, l'émigration étant une conséquence à la fois du modèle économique et de la démographie. Mais si vous pouvez insister plus sur la démographie, ou vous pouvez insister sur la manière de produire et de consommer, ou bien sur l'environnement, en fait les 3 sont liés, et vont donner les grands équilibres de la planète pour le long terme. Et aussi dans ce coin du monde, ici. Bien sûr. Après, vous avez... On a 2 minutes encore. On a 2 minutes. Après cette grille verte, vous avez une deuxième grille, qui est la grille géopolitique, c'est-à-dire les rapports de force entre les États et entre les grands acteurs internationaux. Là, vous avez 3 choses. Le retour des rapports de force. Et la deuxième chose, c'est le fait que les conflits ont changé de nature. On ne fait plus des guerres frontales. On fait de l'infiltration, comme ça, une manière de faire les choses, et puis de ce qu'on appelle la guerre asymétrique, le terrorisme, etc. Et puis vous avez le grand problème qui est les problèmes de régulation internationale. La régulation, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne sont en difficulté. On a un problème de régulation parce que la mondialisation s'est faite par le marché et pas par le droit. Ça, c'est une autre grille qui vous donne les rapports de force. Et puis vous avez une troisième grille, qui sont les grandes évolutions sociétales, c'est-à-dire un monde en réseau, avec lequel les gens communiquent sans arrêt, d'un côté, partout sur la planète. Vous avez un retour, pourrait-on dire, du religieux par rapport au politique. C'est-à-dire qu'au fond, la raison vacille un peu devant la croyance. Carrément, même. Carrément. Oui, carrément. Et puis, vous avez quelque chose qui a à voir avec le selfie, c'est-à-dire le fait que chaque personne se croit aujourd'hui détentrice de sa propre vérité. Moi, je. Et ça vous donne un rapport à la vérité, à la raison, au progrès technologique complètement différent. Alors vous voyez que ça n'a rien à voir avec les autres domaines. Dans une décennie. En 20 ans. 30 secondes. On a 30 secondes. Eh bien, écoutez, par rapport à ça, justement, la vraie difficulté pour la France, c'est qu'elle a été porteuse des Lumières, c'est-à-dire du fait que la raison et le progrès devaient, au fond, écrire l'histoire. Si aujourd'hui, la raison et le progrès sont remis en cause, alors c'est vrai que la France se trouve devant un problème qui est la modernité de son message, qui n'est rien d'autre que la modernité des Lumières. Merci, monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir.